Et maintenant, donc, pour la troisième table ronde, je demande à Olivier Callon donc, de venir sur table et puis d'inviter ses intervenants. C'est très gentil. Et voilà, tu as... Vas-y. On se revoit au bout de 3 ans, après Oui, exactement. la belle conférence sur Bonjour à toutes et à tous, à la région Île-de-France, effectivement. Donc j'ai l'honneur et l'avantage d'animer cette troisième table ronde autour des initiatives. Donc 2 initiatives régionales. Donc j'invite le docteur Fadila Farsi à venir nous rejoindre. Une des initiatives régionales. Deuxième initiative régionale, celle de Madame Audrey Le Sieur de la Maison des Trois Arches. Merci Madame. Une initiative, et vous l'avez déjà vu, Thierry Calva, sur les entreprises. Il vous parlera là plutôt d'entreprises. Et là, une initiative plutôt sur les produits. Le collectif Je t'aide vous en a parlé, ou des solutions, produits solutions, elle nous en reparlera. Donc nous avons l'honneur et l'avantage d'accueillir Lucie Pichery de Ma Boussole Aidant. Juste en avant-propos pour me présenter, Olivier Callon, donc je suis dans le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du 78 et des Hauts-de-Seine, et je peux vous dire vraiment que ces instances publiques ont été créées suite à la loi d'adaptation de la société au vieillissement et qui a permis de mettre ce fameux droit au répit tout au début, nous a permis de faire beaucoup avancer le collectif Je t'aide, avec le collectif Je t'aide, justement la cause des aidants. Et merci aussi à tous ces professionnels de soins que vous représentez, de nous avoir accompagnés aussi, et depuis maintenant 3 ans, 4 ans, d'être là avec nous pour la cause des proches aidants. Docteur Farsi, que pouvez-vous nous dire sur votre initiative Onco-Aura? Merci. Fadila Farsi, donc je suis oncologue médicale du Centre Léon Bérard, qui est un centre de lutte contre le cancer à Lyon, et directrice d'un réseau régional. Et donc, parmi les initiatives, je voulais vous parler de l'initiative d'un territoire, donc un peu comme ce qui se passe aujourd'hui en Île-de-France et dans le Val-de-Marne. Et bien sûr, cette initiative doit beaucoup à un travail qui avait été fait, qui avait été mené par Concert Contribution, qui s'appelait Concert ad homme. Et nous, on a très tôt, puisqu'on a été un des territoires interrogés, manifesté l'intérêt de mener une action en direction des aidants. Il faut que vous sachiez qu'il y a quand même les réseaux régionaux de cancérologie. C'est une organisation qui est inscrite dans la réglementation en santé, qui s'adresse beaucoup aux établissements autorisés et associés en cancérologie, donc ceux qui prennent en charge les traitements spécifiques du cancer. Les réseaux régionaux de cancérologie s'adressent à des professionnels de santé, beaucoup à des professionnels spécialisés en cancérologie, mais beaucoup aussi à nos collègues des libéraux ou dans les structures type CPTS aujourd'hui. Donc il fallait rester en cohérence avec nos missions, puisque ces missions-là, c'est les missions que l'administration, que nos tutelles, que nous-mêmes, nous souhaitons poursuivre. Alors ce que je vais vous montrer est bâti sur un diagnostic régional auprès de professionnels sur l'état de la question de qu'est-ce que c'est que le proche aidant et qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut que je me rapproche un peu plus, pardon. Auprès des patients et des proches, et aussi une valence un peu territoriale. Dans notre région, il y a bien sûr Lyon, que tout le monde connaît, mais d'autres territoires comme l'Ardèche, la Savoie, l'Auvergne, qui sont quand même, qui ont des dispositifs qui sont différents, autant en termes de prise en charge des patients atteints de cancer que dans des situations de maillage associatif. Donc, l'objectif pour nous, c'était quand même d'avoir des actions dans ce domaine-là qui soient à la fois en prise avec le terrain, mais aussi concertées avec les acteurs. Donc, je ne reviens pas sur ce que sont les réseaux régionaux de cancérologie, mais en tout cas, dans l'instruction des gens, on voit qu'il y a tout en bas une contribution majeure de la personne malade et de ses proches comme facteur clé de la qualité et de la sécurité des parcours. Alors je veux juste vous dire que
Les cancérologues sont très sensibles. Quand je parle des cancérologues, c'est vraiment oncologues médicaux, spécialistes d'organes, et tous ceux qui concourent à la prise en charge globale du patient. On est très, très sensibilisés depuis de nombreuses années sur le caractère de plus en plus ambulatoire de nos prises en charge, donc des parcours de nos patients. Parce qu'autrefois, on avait quand même le temps. Dans le temps d'hospitalisation, on arrivait à régler beaucoup de problèmes. Plus les prises en charge sont ambulatoires, et en Auvergne-Rhône-Alpes, on a beaucoup fait aussi de prises en charge à domicile, donc pas simplement de l'hôpital de jour ou de l'HAD, mais aussi des prises en charge à domicile. On a été très, très mobilisés sur la qualité et la sécurité de ces parcours. La stratégie décennale, je parle sous le contrôle de Gabriela Arsenault, qui va travailler sur ce sujet, le dit très clairement. Donc, elle vient d'être publiée, enfin, ça fait maintenant presque 2 ans, et il s'agissait pour l'ensemble des acteurs de la santé et des acteurs de cancérologie d'identifier les aidants le plus tôt possible dans le parcours. On l'a vu, hein. Au départ, c'est très très rapide, hein. L'annonce et puis ce qu'on appelle dans notre jargon les soins actifs, c'est très très rapide et ça ne donne pas forcément le temps de se préparer à ce positionnement. Les témoignages étaient très importants dans ce domaine. Voilà, disait bien qu'il fallait agir et agir rapidement. Je vais passer, je voudrais vous parler quand même aussi d'une initiative à laquelle on a contribué, Françoise et moi, qui est celle de l'Institut français de l'expérience patient. Je crois qu'on a beaucoup orienté. Il s'agissait en fait, pour l'Institut français de l'expérience patient, de travailler sur ce que nous appelons dans nos hôpitaux les visiteurs des malades. Visiteurs, vous avez un parking des visiteurs, vous avez un accueil des visiteurs, enfin un accueil. Et nous, on a insisté sur le fait qu'il y avait à la fois des visiteurs du malade, et dans cette catégorie de visiteurs et de proches qui viennent à l'hôpital, que les équipes soignantes rencontrent, il y avait cette particularité de pouvoir repérer les proches aidants. Et donc le réseau Ancora et d'autres ont contribué à ce qu'une action de sensibilisation dirigée vers les directions d'établissement puisse mettre au programme de leur projet d'établissement le travail sur le repérage des proches aidants. Alors je vous invite à consulter ce petit document qu'on pourra peut-être mettre aussi en ligne sur notre site. Alors, il ne s'agit pas que je fasse ce que Thierry a fait, c'est-à-dire de vous présenter le baromètre. En fait, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a fait plusieurs études, plutôt des études de type qualitatif, avec des interviews. Alors, on a une manière de mener ces études état des lieux qui ont une double vocation, c'est-à-dire éclairer, faire un diagnostic de l'état de sensibilité au sujet, mais aussi d'être une action de sensibilisation en soi, puisque ça provoque un débat dans nos établissements. Donc on a fait 3, et on fait mener ces travaux très souvent par des collègues, des soignants ou des étudiants qui se destinent à travailler et être dans le système de santé. Donc des étudiants d'IFSI, celle de l'école Rockefeller à Lyon, de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Vous avez aussi des étudiants de master qui sont des étudiants qui vont devenir des directeurs, des managers de structures sanitaires et sociales. Et les questions qui étaient posées dans ces 3 études, c'était, pour la première, en quoi l'infirmier, et on pensait beaucoup à l'infirmier de coordination, peut-il être identifié comme personne ressource par les proches aidants en cancérologie pour répondre à leurs besoins. Cette question, on l'a posée à des proches et à des patients. Les étudiants de Saint-Joseph-Saint-Luc ont fait un travail pour répondre à une question qui s'adressait plus spécifiquement à la cible infirmier. Comment l'infirmier peut-il identifier et évaluer les besoins du proche aidant d'une personne atteinte d'un cancer lors de la phase
curative, donc de contact, afin de lui apporter un soutien. Et puis les étudiants de master devaient interroger des directeurs d'établissement, des managers de structures sanitaires et sociales pour leur poser la question de l'état dans leur projet d'établissement de cette question. J'ai un problème, ça ne passe pas. Très bien. On a fait aussi 3 ateliers territoriaux, donc en regroupant à la fois des professionnels, mais aussi des parties prenantes, donc des associations, des acteurs des villes, des acteurs du tissu, finalement, sanitaire et social. Et dans ces 2 ateliers, on a eu le soutien de nos 3C, des centres de coordination en cancérologie et des ligues. Et puis on a interrogé quelques experts du sujet, donc pour ne pas les nommer, Dominique Thierry, François Zélien de Jade et Thierry du Cercle Vulnérabilité et Société. Tout ce travail, dont je ne vous ai pas donné les résultats, évidemment, parce que je n'aurai pas le temps, on l'a présenté lors d'un séminaire qu'on a mené conjointement et en partenariat avec Cancer Contribution. Ce séminaire, il y avait bien sûr une journée qui était vraiment une journée de restitution, de brainstorming, et puis une journée de travail ensuite en atelier. Vous voyez que c'était quand même une période un peu sensible puisque c'est la période Covid. Je vais terminer très vite. Je vous donne, il y avait des objectifs dans les ateliers et je vais vous parler juste de ce qui est sorti de tous ces travaux, c'est les actions déjà engagées dans notre territoire, à savoir une plateforme ressource qui est habituellement une plateforme qui est dédiée aux professionnels de santé, mais qui est devenue aussi une plateforme dédiée aux proches aidants et bien sûr aux patients, avec le projet d'une évaluation des besoins. Alors c'est vrai qu'on peut faire de l'évaluation des besoins au départ, mais il y a aussi toute la période post-cancer où on voit bien qu'il y a aussi des problèmes, et des actions d'information et des soutiens aux initiatives locales. Voilà la plateforme ressources, voilà les pages dédiées aux proches aidants. C'est sur quel site? La plateforme ressources du réseau Ancora. Donc voilà. On a la chance d'avoir quand même un tissu associatif et des initiatives qui sont même anciennes, hein. Je pense que vous n'avez jamais entendu parler de l'hospitalité de Béthanie du Père Devers, qui est aussi le concepteur d'Habitat et Humanisme. Humanisme. Voilà. Mais on repère aussi dans l'annuaire avec qu'est-ce que font ces associations, non seulement les associations qui sont très locales, parce que celles-là, on les oublie. Parfois, c'est des petites initiatives locales, et c'est très important dans une ville comme Aurillac. C'est très important de savoir quelle est l'association qui peut prendre en charge des proches aidants. Et bien sûr, on a des grandes initiatives, comme les initiatives de Métropole aidante et probablement la Fondation France Répit que vous connaissez tous. Les annuaires de toutes ces associations, et on a mis aussi en place des actions qui sont complètement intégrées au parcours, l'action d'évaluation précoce des besoins en soins de support et soutien aux aidants, des développements d'outils d'éducation thérapeutique pour les patients et les proches, dans un article 51 autour de la prise en charge à la maison de l'immunothérapie, la chimiothérapie à la maison aussi, et thrombose et cancer. Et puis un développement en cours d'accès à une messagerie sécurisée pour les proches aidants pour pouvoir poser des questions aux équipes hospitalières et libérales et protéger le secret. Et je vous remercie. Dites-moi, par rapport au territoire, comme je l'ai dit, dans 2 conseils départementaux, tous les PAT, les DAC, les CTS, ces nouvelles, comment vous arrivez à être agile par rapport à tout ça, à ces instances territoriales, l'ARS, comment ça se passe? Où est-ce que le cancer se retrouve dans tous ces territoires, ces dispositifs? Alors, je peux vous faire une version très optimiste de réponse, et puis je peux vous faire une version très complexe de la réponse. Je vais rester sur l'optimisme. La cancérologie a une chance, c'est que très tôt, il y a eu des réseaux de soins en cancérologie. Ça remonte au début des années 90 quand même. Ces réseaux
de cancérologie, de soins en cancérologie, qui ne sont pas les réseaux régionaux, hein, c'est vraiment très local, on les a un peu engagés dans un processus qui est celui de se mettre en situation de répondre plus globalement à des pathologies chroniques. On a appelé ça des réseaux polyvalents. Puis ensuite, on a eu les dispositifs de coordination, d'appui et de coordination, les DAC. Aujourd'hui, on a, avec nos URPS, la mise en place des CPTS. Pour la cancérologie, une des principales difficultés, c'est de voir ce qui apparaît, disparaît, change de nom. Ce qu'on essaye de faire, parce que c'est quand même des situations où en cancérologie, je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point le virage ambulatoire a été très important et irréversible. Et donc, on a aujourd'hui, très très rapidement, quasiment après l'annonce, des gens qui sont chez eux. Et donc, la représentation de ce qui se passe hors les murs de nos établissements, l'organisation et la coordination sont excessivement importants. Et donc, le réseau travaille avec tous ces acteurs. Nous avons, par ailleurs, pour travailler avec ces organisations, 2 feuilles de route. Je pense qu'il faut que je dise 2 mots de ces feuilles de route. On a une feuille de route avec les URPS, donc tout ce qui représente le maillage territorial par les médecins traitants, les infirmières libérales, etc. Et nous avons une feuille de route avec France Asso au niveau Auvergne-Rhône-Alpes et la Ligue contre le cancer. L'objectif, ce n'est pas de ne pas le faire avec les autres associations, mais à travers France Asso, on pense que c'est un projet global. Et notre objectif, c'est de travailler sur cette articulation. Ok, je vous remercie. Vous parliez d'innovation organisationnelle et l'article 51 n'a pas été suffisamment utilisé, mais ça, c'est les professionnels qui regarderont de ça très près. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. On est un peu en force ici dans le 78, puisque j'ai Madame Erlico du CCAS de Versailles qui est là. Là, on a une représentante de la Maison des Trois Arches qui se situe à Poissy. Donc, Madame Le Sieur, vous pouvez parler de votre initiative, s'il vous plaît? Oui, d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité à ce colloque. Remercier aussi l'équipe de Cancer Contribution qui est venue jusqu'à Poissy découvrir la Maison Les Trois Arches. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, pour continuer effectivement dans cette question des innovations et de ce qu'on peut déployer dans les territoires, la municipalité de Poissy a décidé de mettre en place un plan cancer. C'était une proposition qui a été faite en 2020 et qui s'est plus concrétisée à partir de 2021, avec des objectifs à la fois en termes de prévention, de promotion de la prévention et des dépistages des cancers, et puis le soutien dans la mesure du possible aussi de la recherche et de l'innovation, et la constitution d'un centre spécialisé qui s'appelle la Maison Les Trois Arches et qui est un lieu d'accompagnement et de soins de support, donc qui est à la fois porté par la municipalité avec un portage aussi du CCAS de la ville de Poissy. Là où c'est assez innovant, c'est que c'est aussi un financement qui dépend complètement de la municipalité et du CCAS, et que ça a été une volonté effectivement de pouvoir déployer un maximum de soins de support autour de ces questions-là. Alors, au moment de l'écriture du cahier des charges, évidemment, je n'ai pas inventé grand-chose par rapport à ce qui existe déjà dans les référentiels soins de support de l'INCa. Le travail a été fait en coordination, ça nous semblait important d'être dans une collaboration à la fois avec la municipalité, l'élu à la santé qui s'appelle le docteur Domper, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, l'hôpital. On a sur le territoire le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain, les structures type réseau, vous en parliez à l'instant, donc il y a un réseau de soins qui s'appelle le réseau Green qui a contribué aussi à la réflexion autour de ce projet, les associations, puisqu'on a un partenariat très fort aussi avec la Ligue contre le cancer, et d'autres structures environnantes. Donc vraiment l'idée, ça a été de travailler en termes de coordination, en termes de réflexion commune sur les besoins du territoire et sur ce qu'on pouvait mettre en place. Covid, je vous apprends rien, ouvrir une structure en plein Covid, c'était quand même pas tout à fait simple, mais on a réussi à l'ouvrir
en mai 2021, donc avec un dispositif qui se situe donc en ville, qui est destiné aux personnes atteintes de cancer pendant et après les traitements, parce qu'on sait bien combien les problématiques de l'après-traitement sont aussi importantes, et qui est bien sûr aussi destiné aux proches. Ce qu'on a réussi à mettre en place jusqu'ici, donc ça a été sur la prise en charge psychologique des consultations individuelles. Alors, on ne peut évidemment pas proposer du suivi au long cours dans cette structure-là, dans cette structure publique, mais en tout cas, il y a quelques consultations qui sont proposées. Des groupes de parole, je reviendrai sur la question des aidants plus spécifiquement tout à l'heure, mais groupes de parole pour les personnes malades. Une permanence sociale, donc en partenariat avec le CCAS et détachement d'une assistante sociale sur toutes les questions qu'on a pu évoquer déjà tout à l'heure. De l'activité physique adaptée, pareil, avec le détachement d'un éducateur sportif de la ville pour des groupes d'activité physique adaptée. Un dispositif de retour à l'emploi qui a commencé là en janvier, donc avec un partenariat à la fois avec la CRAMIF, à la fois avec un service de santé au travail, mais aussi avec une entreprise assez importante qui est implantée à Poissy, dont je tairai le nom, Stellantis. Voilà. Et donc, on a pu avoir aussi la collaboration de RH et d'une assistante sociale de Stellantis. Qu'est-ce que j'oublie ? J'oublie peut-être la diététique aussi, des ateliers diététiques, donc avec une diététicienne qui fait partie du réseau Oncodiète, qui est implanté à Villejuif, je crois. Voilà pour le pôle plutôt soins de support, et sur un pôle peut-être mieux-être, bien-être, des ateliers socio-esthétiques avec l'association Bel et Bien, du massage bien-être qui est très 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 apprécié, donc il y a des listes d'attente pas possibles, et puis de la sophrologie, donc qui est là pour le coup financée par la Ligue contre le cancer, le comité des Yvelines. Donc tout ça est en route. C'est très bien, c'est très complet. Oui. Allez-y, pardon. Ouais, tout ça est en route, et c'est vrai que la question des aidants a été assez centrale aussi sur la réflexion qu'on a pu mener autour de ce dispositif. Donc, on a ouvert les groupes de parole et les consultations psychologiques aux proches. À la demande de proches aussi, on a ouvert le cycle diététique aux proches, parce que certains malades disaient ce serait peut-être mieux que ma femme vienne. Je ne veux pas être dans des propos un peu stigmatisants, ou des personnes effectivement qui appelaient en disant voilà, moi je m'occupe de ma mère qui est à domicile, mais en termes d'alimentation ça devient compliqué, donc j'aurais besoin d'informations à ce sujet. Donc on a intégré les proches aux ateliers diététiques et aux ateliers culinaires qui ont pu débuter là très récemment. Toute une réflexion est menée aussi avec les proches sur comment leur permettre d'être là. Je pense que c'est aussi des problématiques qu'on rencontre un petit peu partout, c'est que parfois on leur propose des dispositifs, mais que compte tenu des réalités dont on parlait tout à l'heure, à la fois de difficultés peut-être d'organisation, difficultés logistiques qui sont déjà très prenantes, difficultés professionnelles, et puis peut-être parfois de la légitimité aussi pour eux de venir dans ce type de dispositif. Donc je crois que c'est un sujet aussi important, et j'aimerais bien qu'on puisse en débattre cet après-midi aussi sur peut-être comment les aider à s'emparer des dispositifs existants. À la fois qu'il y ait une lisibilité pour eux de l'existant, mais aussi de les aider à s'en emparer. Donc on est en train de réfléchir aussi sur des actions peut-être plus autour d'information, de conférences, de temps d'échange sur des problématiques un petit peu plus ciblées autour des proches. Il y a un sujet qui revient très souvent qui est comment parler aux enfants d'un parent atteint de cancer. Donc on va essayer de développer des sujets de ce type. Toutes les questions aussi autour de la sexualité, qui sont aussi des thèmes qu'on aimerait déployer aux Trois Arches. Et on est en train de réfléchir aussi à des initiatives peut-être avec les entreprises alentours sur justement la question des aidants au travail. Donc ça, c'est encore en maturation. Je vous avoue que c'est une structure qui est toute neuve, qui est tout bébé, qui est née en mai l'année dernière, et que donc on est en train de réfléchir à toutes ces possibilités-là.
Peut-être pour rebondir sur la question qui va venir sur le maillage territorial, on dispose à Poissy d'un contrat local de santé qui a été signé en septembre dernier. Tous les axes autour du plan cancer de la ville ont été intégrés à ce contrat local de santé. Donc on a signé avec l'ARS, la CEPAM, l'hôpital, le département. Voilà, donc c'est aussi une volonté forte au niveau des élus et au niveau des services de la ville que de pouvoir développer cette question-là et être porteur aussi de propositions dans ce sens. Merci, on voit la région, le département, les agglos, les mairies, avec les CCS, tout le monde se sent impliqué, en tout cas il y a des très belles initiatives. Donc je vais donner la parole maintenant à Thierry Calvat, parce qu'en fait, il y a eu la loi en 2019, ça s'appelle la loi, je crois, sur la reconnaissance des proches aidants. Après, effectivement, on l'a dit, il y avait le plan Agir pour les aidants, et dedans, il était indiqué qu'avec le congé proche aidant qu'on a indemnisé 2 fois, il fallait avoir des accords d'entreprise sur les salariés aidants. Vous, bien avant cela, vous aviez mis en place quelque chose, il me semble. Oui, alors moi j'ai participé, je l'anime chaque année, on a monté le prix Entreprises et salariés aidants, qui est un prix qui récompense les meilleures initiatives dans le domaine de la prise en compte des aidants dans les différentes entreprises et qui finalement permet de faire remonter un certain nombre de dispositifs qui sont montés dans des entreprises de tailles diverses et d'ailleurs pas que des entreprises, d'ailleurs des organisations et parallèlement de pouvoir les récompenser. Ça c'est en fait le principe, donc j'imagine que... Et ça existe depuis 2016, donc ça a été lancé il y a 5 ans. Et en fait, peut-être, puisque le sujet c'est un peu des initiatives inspirantes, moi j'organiserai mon propos à la fois sur le prix et la vertu du prix, mais plus largement sur ce qui me semble, et plus j'écoute depuis ce matin, plus il me semble quand même important peut-être de revenir sur un certain nombre de choses. En fait, aujourd'hui, les entreprises ont face à elles des effectifs très variables. Alors ça peut être, en général, on dit que c'est 1 actif sur 5 qui est concerné par l'aide familiale. En fait, la réalité, c'est que ça va dépendre de la pyramide des âges, ça va dépendre du genre des salariés. Et en fait, vous allez vous retrouver dans certaines entreprises avec 10% d'aidants et dans d'autres avec 30%. Donc voilà, donc par définition, là, on est en train on a moyenné quelque chose, mais là n'est pas d'ailleurs le propos, mais elle est face à une situation un peu bizarre, puisque l'entreprise n'est pas particulièrement habituée à gérer ce genre de choses, puisque précisément, l'entreprise va plutôt être amenée à gérer des ressources humaines présupposées, performantes et disponibles. Voilà. Après, avec ce qu'on peut envisager de présupposer, mais en tout cas, c'est un peu l'idée. Donc, pour faire bouger finalement les choses, vous avez vous avez même plusieurs, mais il y a au moins 2 leviers. Le premier, qui participe d'ailleurs à la création du prix Entreprises et salariés aidants, c'est le levier mimétique. C'est assez simple, l'homme étant un animal mimétique, il va toujours faire ce que son voisin fait. Donc à partir de là, plus vous allez mettre en avant des initiatives qui sont des initiatives qui ont été montées ailleurs, et plus vous avez la possibilité de susciter finalement une forme d'engagement qui est quasiment irréfléchi, mais qui fait que Stellantis, par exemple, quand ils mettent en place des choses, Renault qui regarde, se dit « Ah tiens, c'est sans doute intéressant que je puisse le faire », surtout si l'année où Stellantis le fait, et même s'il n'a pas grand rapport, fait plus de bénéfices que Renault. Vous voyez, c'est assez simple, mais c'est assez efficace en fait. Et donc comme ça, on a pu remonter une 50aine d'initiatives un peu importantes que vous pouvez retrouver d'ailleurs pour ceux que ça intéresse sur le site du prix Entreprises et salariés aidants. Et puis il y a une deuxième façon d'envisager les choses qui d'ailleurs peuvent être totalement complémentaires et finalement se recoupent, c'est de se dire et si finalement on regardait les aidants un peu différemment. Alors, je ne suis pas en train de vous parler du changement de regard, parce qu'il y a un côté un peu poncif à l'idée qu'il faudrait changer de regard sur les aidants, mais sur les aidants salariés, bien sûr. Ce que j'essaye là de vous dire, c'est que depuis ce matin, nous avons envisagé les aidants comme uniquement destinataires d'une production de soins, d'attention, etc. Et j'aimerais juste vous inviter à regarder peut-être différemment les choses et à les voir non pas comme les seuls destinataires de production de soins, mais aussi comme les responsables, les managers, finalement les acteurs d'une unité de production de soins qui ne procède pas de la même chose. Et cette unité de production de soins, elle est comme n'importe quelle unité de production, elle est sanctionnée par une production finale
qui va être une meilleure santé de la personne qu'on accompagne, qui va être son maintien au domicile, qui va être l'amélioration de sa qualité de vie. Mais comme n'importe quelle unité, elle a donc une production. Et être aidant, c'est être dans une logique qui est une logique productiviste, mais non pas au sens capitaliste du terme, mais dans une logique finale, sanctionnée par des résultats. Et comme n'importe quelle unité de production, vous vous retrouvez à devoir gérer et transformer par votre travail des ressources. Et c'est valable d'ailleurs pour de la production industrielle, comme vous voyez, par exemple, j'ai un travail tertiaire, j'ai un ordinateur, et de toute façon, j'ai des ressources qui ont été mises à ma disposition pour que je puisse exercer mon activité. Et l'aidant, dans ce cadre-là, il va aller chercher des ressources qui sont des ressources familiales, on l'a vu d'ailleurs ce matin puisque certains se font aider, des ressources associatives, des ressources environnementales, des ressources financières. Et donc pour continuer cette activité, il va falloir qu'il transforme des ressources par son travail en une production finale. Ça c'est, j'allais dire, si on commence déjà à regarder le salarié aidant comme ça, dans l'entreprise, enfin l'aidant d'ailleurs, dans l'entreprise on se dit tiens c'est intéressant parce que j'ai finalement face à moi non pas une ressource humaine qui subit, mais j'ai une ressource humaine qui agit, mais qui agit sans doute sur un autre registre. Et dans ce contexte-là, en tant qu'entreprise, je vais amener deux choses qui sont d'une part ce qu'on appelle un peu dans un langage un peu techno et d'ingénieur du facteur de charge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais créer chez le salarié parce que je vais l'obliger à davantage de disponibilité. Je vais lui coller des réunions à 18h alors qu'il doit s'occuper de quelqu'un. Je vais éventuellement, de par l'activité que je lui donne, mais même involontairement, faire en sorte qu'il ne pourra pas se rendre, comme on l'a vu, à des rendez-vous médicaux. Donc je vais créer là un facteur de charge qui est particulièrement délétère et qui va produire de façon extrêmement simpliste ce qu'on appelle des externalités négatives, c'est-à-dire derrière de la pollution, et qui va se traduire par de l'épuisement, de l'isolement et un sentiment qui peut parfois être un sentiment d'abattement. Et à l'inverse, la situation des dents et les arbitrages qu'elle va nécessiter, et on l'a vu d'ailleurs à travers les témoignages, il faut à un moment donné se retrouver dans une situation où on est à la fois un expert sans l'être, expert de la maladie, donc il faut qu'on soit à peu près aguerri sur ce qu'est un cancer, et en même temps on n'a pas été forcément formé pour. C'est en même temps devenir dans certains cas et dans certaines pathologies, et on l'a vu d'ailleurs aussi dans le fait de devenir aidant alors qu'on était un proche, c'est prendre des identités qui n'étaient pas les siennes. Et donc ce travail-là, qui est un travail non plus de contrainte de production, mais qui est plutôt, on peut quasiment qualifier de domaine de friction, va générer, et ça a été dit, et aujourd'hui on les a identifiés de façon extrêmement précise, tout ce qu'on appelle les soft skills, les talents, les compétences extrêmement particulières, et que l'entreprise, à un moment donné, doit pouvoir utiliser, d'autant que les outils d'identification, de valorisation et d'exploitation de ces compétences aujourd'hui existent. Une fois que j'ai dit ça, on comprend qu'en fait, toutes les initiatives qui sont dans celle du prix entreprise salarié aidant, en fait, elles vont être et s'articuler autour de 4 leviers qui sont les 4 leviers sur lesquels, en permanence, notre salarié va pouvoir jouer. Le premier levier, c'est de s'assurer en permanence que le salarié dispose de suffisamment de ressources pour que sa petite entreprise tourne. Et quand on a une entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire éventuellement avoir une action en termes d'assistance sociale. Ça veut dire lui donner accès à des plateformes. Ça veut dire, par exemple, l'aider avec des chèques CESU. Ça veut dire, par exemple, travailler un arrondi solidaire en termes de salariés. Donc ça, c'est un premier levier. On va s'assurer en permanence que le salarié ait suffisamment de ressources. Le deuxième levier, qui est celui des facteurs de charge, qui implique finalement la disponibilité de l'aidant, là, c'est simplement de s'assurer qu'à travers les activités qu'on donne, à travers les congés qu'on donne, à travers éventuellement les dons de RTT qu'on donne, on va pouvoir s'assurer une certaine forme de souplesse dans la gestion qu'on va pouvoir faire du collaborateur. Et au-delà de la souplesse dans la gestion du collaborateur, c'est faire en sorte que le management, donc les gens qui dirigent, soient suffisamment formés et attentifs et suffisamment libres, c'est-à-dire que derrière, ils puissent avoir des marges de manœuvre pour pouvoir apporter un regard qui soit un regard et une action qui soit, osons le vilain mot, bienveillante. Et puis, il y a un troisième levier, qui est le levier, évidemment, de la gestion de la santé du collaborateur, où là, l'entreprise peut évidemment commencer à traquer des signaux faibles, former son management pour ça. Elle peut aussi mettre en place des réseaux, comme ça se fait par exemple dans des entreprises comme Casino, mais ce n'est pas les seuls à le faire, mais c'est le premier qui me vient, le réseau des bienveilleurs, qui est un réseau de capteurs qui permet à des salariés en difficulté
d'aller discuter, d'aller évoquer leur situation, de faire en sorte que finalement ils puissent être écoutés et accueillir la parole. Et puis il y a le quatrième levier qui est celui des potentialités, c'est-à-dire derrière apprendre et comprendre comment est-ce que, en tant qu'entreprise, je vais pouvoir convertir dans mon activité, dans mes équipes de management, les compétences acquises par les aidants, de façon à ce que mon organisation soit la plus optimisée possible. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je termine juste sur cette question-là. C'est qu'en fait, on passe dans les entreprises beaucoup de temps à travailler sur les 3 premiers leviers. C'est-à-dire à s'assurer que les gens aient les ressources, c'est-à-dire à s'assurer qu'on leur donne du temps, c'est-à-dire derrière à s'assurer qu'ils ne tombent pas malades. Ou que derrière, ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime. Mais ce faisant, on joue sur les 3 leviers qui génèrent le moins d'énergie possible, et pour les dents, et pour l'organisation. Vous avez alors je n'ai pas prévu de transparent, c'est plus simple, je vais essayer de vous le faire comme ça, et j'espère que ce sera compréhensible. Vous avez une équation qu'on apprend tous en 4e, qui est l'équation de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie de la dynamique, du mouvement, donc derrière celle des organisations, c'est la moitié de la masse fois la vitesse au carré, peu importe, multiplié par l'énergie potentielle. Je vous demande juste de garder ces 2 termes-là, hein. 1,5 MV2 fois énergie potentielle. Le 1,5 MV2, c'est, pour le faire très court, tout ce que vous allez améliorer en réduisant le frottement. C'est-à-dire quand vous lancez une balle, par exemple, vous avez tous regardé les Jeux Olympiques d'hiver, vous avez vu le curling, quand on lance la boule de curling, on frotte. Et donc on essaye de limiter au maximum les frottements pour que la boule puisse avoir le maximum de vitesse, puis après derrière de précision, le maximum de vitesse. Quand vous jouez sur les 3 premiers leviers, vous jouez sur les frottements. Et dans ce que nous dit cette équation, c'est qu'en fait, là où vous avez le facteur multiplicateur le plus élevé pour l'énergie, c'est l'énergie potentielle. C'est-à-dire la capacité que vous allez avoir, notamment dans le domaine de l'énergie cinétique, à vous installer à une altitude différente. C'est-à-dire que la même boule de curling, si vous la lancez de très haut, eh bien, elle va descendre beaucoup plus vite. Eh bien, regardez les aidants sous l'angle des compétences qui sont les leurs, et donc derrière leur permettre de pouvoir développer des capacités, plutôt que d'envisager systématiquement qu'ils auraient besoin d'aide et qu'ils seraient uniquement des corps soignants, eh bien, d'une certaine façon, vous allez remettre de l'énergie dans les organisations, et surtout, vous allez remettre de l'énergie chez les aidants eux-mêmes. Très bien, Monsieur Calva. Dites-moi, on travaille actuellement sur une valorisation des acquis des expériences, donc ça c'est beaucoup le sujet actuel, donc ça ne saurait tarder. J'ai quand même un petit souci avec les accords d'entreprise, puisqu'on l'a vu, 60% des aidants sont des femmes, voire même 70 plus, voire 80, plus la charge est lourde. Donc tant que c'est faiblement indemnisé, bon, il y a quand même un déséquilibre en égalité femmes-hommes au travail. Donc pourquoi avec toutes ces initiatives, on n'arrive pas à trouver des accords d'entreprise qui permettent, comme le congé maternité qui n'était pas du tout rémunéré, qui a mis 63 ans pour être rémunéré? Alors là, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Hein. C'est une question il faut demander ça. Il faut demander ça. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y a des accords d'entreprise qui se mettent en place, etc. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué et lent à mettre en place. Voilà. Il y a des initiatives qui n'ont pas marché. C'est-à-dire que moi, je connais des accords d'entreprise qui ont été mis en place pour les aidants et qui n'ont pas marché tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de recours au dispositif. Je l'ai trouvé. Et ça, c'est un souci quand même qui est un souci important à garder en tête, c'est quel réalisme économique y a-t-il à mettre en place des dispositifs dans les entreprises, notamment je crois que c'est la branche gazière qui a mis ça en place, alors qu'ils ne sont pas consommés. C'est ce qui veut dire qu'à un moment donné, on a peut-être vu trop grand, ou on n'a peut-être pas vu assez précis et assez ajusté. Ce qui fait qu'en fait, aussi dans ce nouveau regard qu'il faut avoir sur les aidants, c'est pas d'envisager les aidants dans la masse, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure en introduction, comme une espèce de masse un peu molle qui consisterait à penser que tous les gens qui sont aidants ont exactement les mêmes caractéristiques. Voilà. Y a une image qui me vient, qui est... tout le monde a entendu parler de la ménagère de moins de 50 ans. Vous savez, quand TF1 disait « je vais parler à la ménagère de moins de 50 ans ». Sauf que moi, je ne sais pas vous, moi, des ménagères de moins de 50 ans, je n'en ai jamais vu. C'est-à-dire, j'ai vu des mères de famille, j'ai vu des femmes actives, mais les ménagères de moins de 50 ans, je n'en ai jamais vu. Croyez-vous sincèrement, en tout cas pour celles qui sont dans la salle, que vous vous
vous appropriez l'image, pour celles qui sont concernées, d'être la ménagère de moins de 50 ans. Voilà. Aujourd'hui, évoquer la question des aidants de façon aussi brutale et aussi générique, c'est ni plus ni moins que de parler à la ménagère de moins de 50 ans, dont chacune d'entre vous et celles qui sont concernées ne va pas se retrouver. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraisemblablement, du point de vue de l'entreprise, à commencer à ajuster les propositions, non plus en fonction des aidants, mais en fonction des situations qui sont des situations parfois singulières, parfois particulières, et qui sont, et on l'a dit tout à l'heure, marquées par le saut de l'interaction. Parce que ce qui rend finalement extrêmement complexe la façon de prendre en compte les aidants, c'est qu'à la différence d'une maladie, à la différence d'un handicap, à la différence d'une dépendance qui s'installe, c'est qu'en fait, l'aidant n'existe que parce qu'il accompagne. Et donc, de fait, on est en face de ce qu'on peut bien qualifier, non pas d'un système complexe, mais d'un système dynamique complexe. Et un système dynamique complexe, ce qu'il caractérise d'abord, c'est le fait que les caractéristiques du système ne s'appliquent pas à ses composantes. Bon. Non, mais c'est... Voilà. Et ce qui veut dire que pour les entreprises, c'est extrêmement compliqué. Hein, ce que je suis en train de dire, pour les entreprises, pour les associations, c'est extrêmement compliqué. Vous le dites très bien, mais il faut l'entendre. Allez-y. Ce que Dominique Thierry nous dit toujours et que Giovanna a rappelé tout à l'heure, on parle des entreprises, mais il y a beaucoup de nos patients et des proches de nos patients qui sont agriculteurs, les artisans, commerçants, etc. Et moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est fait spécifiquement pour cela. Et une question pour toi, Thierry, mais je la poserai peut-être tout à l'heure, tu y répondras tout à l'heure, mais est-ce que nous, on fait un effort actuellement pour sensibiliser les professionnels de santé? Je vois que beaucoup d'associations font ça aussi dans le tissu associatif et dans le tissu, on va dire, social. Est-ce que dans la formation continue, alors je ne parle pas des DRH parce qu'ils viennent de beaucoup de profils, ils ont des profils très différents, mais les GRH ont une formation spécifique. Est-ce que dans la formation initiale et la formation continue, on leur dit ce que c'est que d'être malade? Est-ce qu'on leur dit ce que c'est que d'être un proche aidant de malade? Et tant qu'on ne fera pas ça, on va se heurter à... Oui, on va travailler avec Sanofi, avec Casino, avec je ne sais pas quelle autre grosse entreprise, peut-être que c'est de ça que vous allez nous parler, madame, qui va être sensibilisée au niveau du management, du haut management, mais les petites entreprises, etc., on n'arrivera jamais à les toucher. Voilà. Non, juste en 2 mots, et après, promis, je vais... En fait... Allez, on a passé le temps. Alors, on va passer la parole à une solution très précise qui est ma boussole aidant, qui a été citée déjà tout à l'heure. Vous pouvez nous en parler en quelques minutes? Je vais faire ça très rapidement. Ma boussole aidant, c'est une solution qui est née en 2017 sous l'égide de Clésia. C'est un projet qui était global, qui était sur l'aide aux aidants, comprendre de quoi les aidants avaient besoin. Plusieurs solutions sont nées, dont un espace et un bus itinérant qui ont circulé, le bus a circulé pendant 1 an dans l'Hérault. Aujourd'hui, ma boussole aidant, c'est la partie digitale de ces solutions. L'idée, c'est d'importer de l'information et d'aider l'aidant justement à mieux s'orienter. Donc, quelle que soit sa situation professionnelle et personnelle, on s'adresse vraiment à tous les aidants. On a initié le programme sur plutôt la dépendance et la perte d'autonomie liée à l'âge. Aujourd'hui, on intègre toutes les situations. Donc, on a vraiment 34 typologies de situations qui peuvent entraîner le fait d'être aidant et d'avoir des besoins spécifiques. Et l'idée, c'est d'accompagner la personne dans ses besoins pour identifier les structures qui vont lui apporter des solutions en proximité avec son domicile. Donc, notre entrée, c'est vraiment le besoin et la proximité avec l'aidant et son proche pour lui permettre de solliciter les bonnes solutions disponibles sur son territoire. De façon très, très synthétique. Donc ça a démarré quand? Et quand on s'est eu au téléphone, vous m'avez dit que vous avez déjà identifié pas mal de professionnels de santé ou d'accompagnement sur les territoires. Il y a beaucoup de territoires que vous avez déjà ciblés? Oui, alors on a lancé l'initiative, on s'est structuré en coopérative en 2021.
Donc aujourd'hui, on est essentiellement financé par l'Agirc Arrco et on a dans notre sociétariat, le sociétariat va s'accroître très prochainement, on va être 70. Il y a l'État, il y a des collectivités, il y a des associations, il y a beaucoup d'aidants et aussi de collaborateurs qui font partie de cette coopérative. Et on s'adresse au territoire. L'idée, c'est aujourd'hui notre base de données, elle contient à peu près 35 000 structures, ce qui représente 45 000 solutions. Donc ça semble énorme, mais on est encore loin du compte. L'idée, c'est d'avoir cette base la plus massive possible et de pouvoir la partager et de l'étendre localement. Donc on a des partenariats avec des conseils départementaux à qui on partage nos données pour qu'eux-mêmes puissent donner toutes ces informations, toutes les données qu'on a aujourd'hui sur les structures, qu'ils puissent les partager à leurs concitoyens, en quelque sorte. Et on a vraiment cette volonté de partager notre base le plus possible. On a des contacts avec la moitié des départements aujourd'hui. Et on a des partenariats vraiment engagés avec 8 d'entre eux. On vise une exhaustivité de notre base pour fin 2023. Donc ça vous donne un peu une idée. On se dit qu'en fin 2023, on aura une base plutôt exhaustive sur la France entière et la capacité à dialoguer avec l'ensemble des territoires. Très bien. Je précise que c'est Agirc Arrco, hein, vous l'avez compris, qui finance cela. Donc c'est nos régimes retraite. Et c'est des solutions vraiment, un data... qui est très bien fait, si je peux me permettre, hein, et qui vous avancez énormément vite. Encore faut-il avoir après les solutions adaptées pour chaque aidant spécifique, comme le disait M. Calva, que ça ne soit pas généraliste. Au contraire, ça permet de personnaliser, c'est ça Oui, en fait, l'outil, on peut rentrer dans l'outil de façon très très simple en précisant très peu d'informations, parce qu'on sait que les aidants n'ont pas toujours envie de se raconter. Donc avec juste la localisation et le fait de préciser si on prend soin plutôt d'une personne âgée ou d'un enfant ou d'un adulte, on a déjà une masse d'informations disponibles. Et ensuite, on a un questionnaire qui permet vraiment de préciser le besoin. Donc la personne est accompagnée dans sa réflexion. Et à partir du besoin qu'elle va exprimer, on va lui proposer de rentrer dans 14 groupements de solutions. Donc des groupements qui sont assez larges, qui vont concerner l'hébergement de la personne, le soin, le répit, des propositions qui vont être faites. La personne va être amenée à cliquer un peu par hasard, on se dit, mais va finalement répondre à son besoin. Alors parfois, elle va rentrer par le besoin de son proche, en se disant que c'est pour lui qu'elle cherche des solutions, par exemple, d'hébergement ou des solutions qui vont lui permettre d'aménager son domicile. Mais finalement, dans son cheminement, on veut lui pousser des solutions aussi pour elle-même, en se disant vous avez aussi besoin de répit, de prendre du temps pour vous, de partir en vacances avec votre proche ou seul. Et ça, on veut lui proposer tout au long du parcours en naviguant sur notre site internet. Avec le congé proche aidant, effectivement, c'est pas à chaque cas spécifique, mais il faut du répit. Donc dans le plan Agir, il y avait 100 millions d'euros qui étaient consacrés sur le répit, toute initiative privée, publique. Et là aussi, ça se déverrouille encore plus. Donc est-ce que vous sentez bien que la solution répit, et il y a le nouveau métier aussi des relayeurs, qui permet justement de garder le proche aidé, d'être à côté du proche aidé, comme ça l'aidant peut aller se reposer tranquillement s'il ne veut pas être avec l'aidé. Est-ce que vous sentez que ces solutions de répit avancent? On a il y a de l'inventivité, de l'innovation. On a de plus en plus de solutions de répit qui sont référencées. On a des partenariats avec la Fédération des plateformes de répit aussi pour collecter toutes leurs informations, parce qu'eux-mêmes font un travail de référencement très fin. On ne nomme pas forcément les solutions comme étant des solutions de répit de façon explicite sur notre site, parce qu'aujourd'hui c'est un terme qui parle beaucoup aux professionnels, mais pas forcément encore énormément aux aidants. Donc on utilise des termes plus génériques quand on parle de vacances. En fait, derrière, on parle de répit, mais on ne le dit pas explicitement sur notre site. Pourtant, on parle du droit au répit dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement, c'est un peu... Tout à fait, mais en fait, quand vous discutez avec des aidants, et tout notre site a été conçu avec des aidants de A à Z, en fait, les aidants n'ont pas toujours en tête le terme répit. D'accord. Avec le congé, bon, ça va de pair. Ça va venir. On a le temps pour quelques questions, Monsieur le Président. Voilà. Une question ? Oui, bonjour. Je vais répercuter les commentaires et les questions dans le chat. On avait tout d'abord, pour répondre à l'interpellation de Fadila sur les personnes qui sont indépendantes, les personnes du chat attirent l'attention sur le fait qu'il existe aussi des associations en cancérologie
qui soutiennent les indépendants, qu'ils soient agriculteurs, indépendants libéraux, face à l'annonce d'un cancer, et ils soutiennent à la fois les malades et à la fois leurs aidants qui sont dans cette situation d'indépendance. Donc l'association CARE, bien sûr, sera présentée dans le rapport de cette journée, donc vous aurez toutes les informations dessus. Et ensuite, on a une question de la part d'une des personnes, dans le cas où les patients ou les proches aidants plutôt sont actuellement en chômage. Ont-ils des possibilités d'indisponibilité de recherche d'emploi pour aider leurs proches? Et si vous pouviez aider effectivement à répondre sur les questions juridiques, vers quel intervenant il serait susceptible de trouver des réponses. Le congé proche aidant intègre les chômeurs et les professions libérales. Enfin, je pense que c'est assez rapide. Enfin, nous avons. Moi, je ne suis pas juriste, mais il suffit d'appeler Juriste Santé ou de vous rendre sur votre site et vous aurez toutes les réponses juridiques, puisqu'il s'agit de questions juridiques. Je voudrais alerter parce que avec le 5e RIS qui a été voté sur la branche autonomie, et effectivement les aidants doivent être une ressource justement au lieu d'une dépense. C'est pour ça qu'il y a cet accompagnement auprès des salariés. Le terme de prévention, je sais que au niveau du cancer vous en faites beaucoup. C'est vrai que la prévention, on en a parlé avec Madame Le Sieur, le terme de prévention devient de plus en plus, je crois, très important. N'attendons pas avec justement le vieillissement de la population, les cancers, parce que je ne connais pas les âges en fait, moyenne d'âge, mais avec la population vieillissante, forcément il y a des cancers, des maladies, d'autres maladies qui apparaissent. Donc je crois qu'il ne faut pas attendre cette solution, si je peux me permettre, d'aidance, qu'il faut faire de la prévention, comme on fait aujourd'hui, et de l'information tout simplement, parce que c'est vrai. Et il y a même cette notion aussi d'aidants, on est en train de travailler depuis un mois, d'aidants retraités, quand ils ont arrêté les danses, qui peuvent transmettre, eux, comme dans le cadre de la valorisation des acquis d'entreprise, leur propre savoir à d'autres personnes, ou même prévenir d'autres personnes. Que finalement de se retrouver entre aidants. C'est toujours difficile de faire effectivement un café des aidants où on va parler de ces malheurs, au lieu de parler du bonheur dont on a vu qu'il y en avait ici et pour toutes et pour tous. Donc en matière de prévention, je crois que c'est important pour notre société. Merci. Je crois qu'on peut clore, Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous. Merci pour cette encore superbe table ronde. Merci Olivier et merci aux intervenants.